Ah ouais, c'est vrai, t'es pas fini. Une marche sera organisée à travers Deuil-la-Barre par les associations Beaupanou et Femmes en Selle afin de sensibiliser sur la place des femmes dans l'espace public. Marchons ensemble pour un avenir plus égalitaire. Départ à 19h le samedi 7 mars, place de la Nation sur la commune de Deuil-la-Barre. 3 miels produits par Sanois ont été récemment primés lors du 20e concours des miels d'Île-de-France. En compétition avec plus de 500 autres échantillons, le miel de l'Hôtel de Ville et le miel du Moulin de Sanois ont reçu respectivement. Alors vous êtes venus pour parler de quoi? 2 médailles d'argent et de mobilité. Mobilité, d'accord. Tous les trois? Ouais. Vous vous connaissez? Bah alors tout va bien se passer, c'est cool, c'est détente. Puis là on va parler plutôt des élections, les municipales, mais ça va être cool aussi, ça va être détente. On fait que de la radio ici. Là. C'est parti. Un skatepark a ouvert au cœur du quartier des Louvresses. Ce nouvel équipement de 550 m² situé derrière l'école Jean Moulin et en face du centre hospitalier est accessible à tous les amateurs de glisse débutants confirmés. Pas moins de 15 modules sont destinés aux trottinettes, skateboard, roller et BMX. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site de la ville de Pontoise, ville-pontoise.fr. C'était votre stage de loisirs sur IDFM Radio. Suite et fin de la matinale sur IDFM Radio Anguin 98 FM et IDFM98.fr. Dans un instant, le bar de l'économie jusqu'à 10h30 présenté par Dominique Flora avec de nombreux invités. Sur la deuxième partie de l'émission, il parlera notamment du véhicule électrique d'occasion. Et sur la première partie, et comme depuis le début de cette semaine, nous évoquons les élections municipales avec 2 candidats. Nous accueillerons dans un instant Anne-Estelle Lotte pour la liste Tous pour Anguin. Et il y aura aussi Jean-Noël Carpentier qui représentera, lui, la ville de Montigny-les-Cormeilles. Très bonne émission et à demain matin pour une nouvelle matinale. Moi, je vous laisse. Hein. T'as bien raison. Chacun son tour. On s'en sortira bien. T'inquiète. Bonne émission. Salut. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au bar de l'économie. Je rappelle que vous pouvez également nous suivre en vidéo live et interagir. Pour cela, c'est très simple. Vous nous rejoignez sur Facebook, page bar de l'économie et comme d'habitude, la FM 98.0 et la web radio idfm98.fr. Alors aujourd'hui, comme nous l'a déjà dit Christophe, une partie de notre émission sera consacrée aux élections municipales. Nous recevrons 2 candidats, Anne-Estelle Lotte, tête de liste Anguin pour tous sur la ville d'Anguin-les-Bains, et Jean-Noël Carpentier, maire sortant de Montigny-les-Cormeilles, dont le projet s'intitule Ensemble pour Montigny. Pour l'autre partie, nous aborderons la mobilité grâce aux véhicules électriques sous un prisme particulier qui est le véhicule d'occasion. En effet, aujourd'hui, ce marché commence à se développer et quand on sait que les transactions sur le marché de l'occasion sont quasiment 3 fois plus importantes que sur le marché du véhicule neuf pour les véhicules thermiques, eh bien cela laisse présager une belle progression pour ce nouveau marché de l'occasion des véhicules électriques. Nous parlerons également d'aménagement d'espaces de bureau à l'heure où le bien-être au travail est au goût du jour. Nous verrons comment faire pour créer ou recréer ces espaces professionnels. Pour aborder tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir nos invités en les remerciant vivement pour leur présence parmi nous. Alors je commence par vous, Anne-Estelle Lotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate aux élections municipales sur la ville d'Anguin, vous faites partie du conseil municipal de la ville, vous en avez démissionné afin de constituer votre liste et vous préparez à ces élections. Vous connaissez donc bien l'actualité et les dossiers de la ville, vous nous expliquerez votre vision sur le développement et le bien-être à vivre à Anguin-les-Bains. Vous êtes sympathisante au MoDem sans être investie par ce parti politique, je crois. C'est bien ça ? Pas tout à fait, je suis investie, mais la liste n'a pas d'étiquette politique. D'accord, merci pour cette précision. Jean-Noël Carpentier, bonjour. Bonjour. Vous avez 50 ans. Oui. Donc c'est une nouvelle dizaine, hein. Ah oui, Pas c'est depuis ça. très longtemps, mais vous avez 50 ans. Vous êtes candidat aux élections municipales sur la ville de Montigny-les-Cormeilles. Vous en êtes le maire sortant.
Enfin, pardon, vous en êtes le maire actuel et donc sortant. Depuis plus de 11 ans, vous avez été député de 2012 à 2017. Vous êtes passionné par les enjeux d'urbanisme, d'écologie et de transport, entre autres. Vous appartenez au parti MDP, le mouvement des progressistes, et vous conduisez une liste divers gauche. Avec vous, nous aborderons bien sûr votre bilan et votre programme pour les années à venir. Gilles Debuchy, bonjour. Bonjour. Vous avez fondé la société WeFound et vous en êtes le directeur général. WeFound, c'est un startup studio qui accompagne les idées et les hommes. Alors vous nous expliquerez ce qu'est un startup studio et nous parlerons de votre première aventure qui fait participer 2 startups, Green Move et Battery for People. Et comme vous faites les choses bien, ces startups, elles sont présentes avec nous aujourd'hui avec Aurélien Tardieu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de Green Move, vous vous êtes positionné comme spécialiste du véhicule électrique d'occasion. Votre objectif, c'est de démocratiser le véhicule électrique en proposant l'achat ou la location au client en fonction de son besoin. Vous nous expliquerez tout cela et aussi pourquoi vous avez rejoint WeFound. Et Guillaume Hébert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de la jeune start-up créée en avril 2019, Battery for People. Vous développez des services et des produits basés sur une expertise des performances des batteries. Et vous vous adressez aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. Et vous faites aussi partie de l'équipe WeFound. Battery for People propose un certificat nommé Label Batterie pour certifier l'état de santé des batteries des voitures. Vous avez également conçu une application Antilope, une application à installer sur votre smartphone destinée à donner une prédiction très précise de la consommation d'un véhicule électrique. Nous regarderons tout cela ensemble. Alors nous accueillons aussi Corinne Lemoyle. Elle n'est pas dans le studio parce que nous avons un petit studio, mais elle nous rejoindra tout à l'heure. Corinne est la cofondatrice de l'agence Vice Versa. Son credo, je la cite, c'est l'architecture intérieure créative et le mobilier dédié aux entreprises. Elle nous expliquera tout cela en détail et nous dira pourquoi les entreprises doivent se préoccuper aujourd'hui davantage de l'aménagement des locaux. Et bien sûr, nous aurons Bruno Vigourou qui viendra nous présenter sa chronique cuisine. Mais nous n'aurons pas d'infos aujourd'hui parce que nous avons de belles histoires à vous raconter avec tous nos invités. Bruno Vigoureux. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai écrit Vigoureux. Attention. Nous démarrons notre premier entretien avec vous, Anne-Estelle Lotte. Vous avez 56 ans et vous êtes mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Dit autrement, vous vous occupez des personnes sous tutelle. Alors avant de vous interviewer ou de vous interviewer sur votre programme, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qui vous a conduit à embrasser une carrière politique et vous retrouver aujourd'hui candidate aux élections municipales? Alors moi j'ai un esprit de militante, ça fait 30 ans que j'habite en Gain, je la connais bien, ça fait 30 ans que nous avons le même maire. Donc depuis 2008, je suis très motivée pour faire quelque chose dans cette ville. Mais c'est pas simple de monter une liste électorale, ça prend du temps. Donc en 2008, on n'y est pas arrivé. En 2014, on s'est dit que ça serait peut-être bien de s'associer avec Philippe Sueur pour connaître un petit peu la vie municipale. Mais là, je la connais bien maintenant et je crois qu'il est temps de changer, de voler de ses propres ailes et de changer de municipalité, on va dire. D'accord. Merci Anne-Estelle. Lotte. Alors, bien sûr, votre programme s'intitule, alors je dis bien sûr, non, votre programme s'intitule Tous pour Enghien. Nous pouvons le retrouver sur votre site internet. Je donne l'adresse, c'est Lotte, L-H-O-T-E 2000, toutattaché.fr. 2020. J'ai dit 2000 Oui. Alors c'est 2000, effectivement. Alors il comporte 17 projets, donc je suis allé le voir, j'ai lu tout le programme. Il comporte 17 projets très concrets et des thèmes plus génériques, comme l'écologie, le sport, la jeunesse, la culture, la politique d'action sociale, et un thème que vous avez intitulé Enghien au quotidien. Moi, ce que je souhaiterais aujourd'hui, c'est vous interroger sur ce thème-là, Enghien au quotidien. Pour vous, ça veut dire quoi concrètement, Enghien au quotidien? Alors on a un programme très simple, très concret, très centré sur la vie quotidienne des Enghénois. Le premier sujet qui nous vient spontanément, et personne ne va me démentir sur ce point-là, c'est le stationnement. C'est un vrai casse-tête à la fois pour les élus, mais à la fois aussi pour les habitants. Il est urgent de s'en saisir. Il y a aussi une autre problématique, et les pistes cyclables, le vélo, les trottinettes, les nouvelles mobilités. Il n'y a pas de place pour ça. Alors, je m'excuse, je vous interromps. Sur le stationnement, donc, qu'est-ce que vous avez comme idée concrète qui pourrait faire bouger le stationnement sur Enghien? Je pense que si on veut plus qu'il y ait de voiture, il faut déjà la gérer, la voiture.
Donc pour gérer la voiture, je pense qu'il faut proposer déjà aux habitants. Moi je suis centrée sur les habitants, notre slogan c'est rendre Enghien à ses habitants. C'est de proposer déjà de la généralisation d'une carte de résident à tous les habitants, carte de résident de stationnement, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde actuellement, proposer une tarification adaptée. Particulière pour les habitants, dans toutes les villes de France, il y a des abonnements sur les parkings, à des tarifs très préférentiels. Pourquoi on n'a pas ça en Enghien, qu'on est obligé de payer 35 € sa nuit de parking? C'est pas possible. Donc il y a une vraie discussion là tout de suite à mener. J'ai vu aussi également dans vos programmes, vous voulez rendre piétonne une rue? Alors, la question de la piétonisation, c'est surtout la rue du Général de Gaulle. C'est un sujet qui fait débat. Ça se fera, je pense, avec les riverains, ça se fera avec les habitants, mais c'est une vraie réalité. Alors, je pense que si on le fait, bon là, la mandature actuelle l'a faite un petit peu. Je pense que ça sera séquentiel, peut-être sur le week-end, le samedi ou le dimanche. On peut pas, c'est une voie traversante, la rue de Gaulle. Je pense que ça va être difficile de la rendre totalement piétonne. Donc il faudra que vous preniez vos dispositions pour bien intégrer tous les habitants et votre conseil municipal avant de prendre une telle décision. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. D'accord, très bien. Et vous avez aussi, j'ai vu dans votre programme que vous aviez aussi un projet pour le cœur de ville. Alors le cœur de ville, c'est notre vraie préoccupation. Hein. C'est le sujet phare de notre programme. Le cœur de ville, c'est cette friche abandonnée au milieu de la ville d'Enghien. C'est pour nous un projet d'urbanisme un peu novateur, un projet piéton, respirant, verdoyant, qui va proposer des services. Actuellement, il y a un projet de maison médicale, mais on ne va pas le retirer, ça restera comme c'est le cas. Projet d'une maison citoyenne, mais c'est aussi un projet vert, c'est un projet ouvert sur les nouvelles consommations, les nouvelles façons de vivre, comme avoir aussi bien une recyclerie, des bars éphémères, des food trucks, une AMAP, tous ces services qu'on voit pointer de plus en plus, une conciergerie, un hypercafé, toutes ces choses-là qu'on voit de plus en plus apparaître dans nos villes. Je pense que notre slogan, c'est aussi d'arrêter la bétonisation dans cette ville. Donc le cœur de ville sera un espace épicentre d'un nouvel urbanisme pour Enghien. C'est notre projet. D'accord. Je reviens sur un sujet que vous avez déjà légèrement abordé, ce qui est la piste cyclable, en fait, l'utilisation des vélos. J'ai vu dans votre programme que c'était un point fort. C'est un point très important et très fort, puisque bon, Enghien est une ville assez étroite et c'est difficile à rendre cyclable. Oui. Mais il y a plein de petits chemins, il y a plein de petits passages dans Enghien, il y a plein de petites sentes. Et nous, on veut vraiment qu'au niveau du cœur de ville, ça devienne un épicentre où on va tout rassembler les circulations et que ce qui est un peu particulier dans Enghien, c'est qu'il n'y a pas de lien entre les quartiers, il n'y a pas cette circulation douce, elle n'existe pas, vous n'avez pas de possibilité de garer vos vélos très correctement, vous n'avez pas de possibilité pour mettre vos patinettes, et par conséquent, on veut créer un parcours vert qui partirait du lac jusqu'au quartier nord totalement abandonné, et qui part du centre des arts, qui va jusqu'aux écoles, et qui constitue par des voies cyclables, par des voies piétonisantes, pour que ça soit une autre façon de circuler dans la ville que par la voiture. Eh bien écoutez, je vous remercie Anne-Estelle Lotte, c'était très clair pour ce que vous appelez Enghien citoyen et Enghien au quotidien. Une autre question qui est plus technique, qui est la question financière. Bon, il est secret pour personne que Enghien c'est une ville qui a des ressources importantes de par l'activité du casino et d'autres activités également. J'ai vu dans votre programme que vous parlez de réorientation du budget. Ça veut dire que, si j'interprète, vous me direz si je me trompe, vous souhaitez mettre plus de ressources sur certains sujets et en enlever à d'autres. Est-ce que vous pouvez développer cette idée? Alors, tout le monde le sait, Enghien est une ville riche parce qu'il y a un budget de 60 millions d'euros, donc c'est considérable. Aujourd'hui, rééquilibrer les finances, c'est... elles sont équilibrées aujourd'hui, il est positif le budget. Ah bah ça, il est très positif. Oui. Alors c'est proposer de répartir un petit peu différemment les dépenses. Hein. Ça j'ai bien compris, mais qu'est-ce que vous voulez, comment vous faites? Parce que c'est un équilibre à somme nulle quelque part. Alors, je pense qu'il y a clairement un budget, puisque 10% du budget va
à la culture Oui. et va au Centre des Arts principalement, puisqu'ils ont plus de 3 millions de budget. Ouais. Aujourd'hui, je suis désolée, mais les bains numériques qui constituent 800 000 euros de budget pour 3 jours d'événements, moi, ça me pose question, alors qu'on on a 13 enfants, 13 personnels dans l'école qui gèrent la cantine pour 500 enfants qui mangent. Je pense qu'il y a une disparité dans les fonctionnements qui font que ça ne va pas. Je pense aussi qu'il faut arrêter. Il y a une vraie problématique dans notre ville, je pèse mes mots, mais c'est la gabegie financière. On dépense l'argent sans compter en gain parce qu'on en a, mais il y a un casino notre budget est suspendu au résultat du casino. Alors, un jour, ça peut s'arrêter, ça peut baisser. Ouais, enfin, c'est le premier casino de France en termes de recettes, quand même. Hein. Oui, C'est, c'est un casino qui présente beaucoup de recettes, mais on ne peut pas gérer notre train de vie sur simplement les recettes du casino. Je pense qu'il faut Non, mais aussi... excusez-moi, je vous challenge un peu sur ce sujet-là. Il y a de nombreuses communes, on pourrait poser la question à Jean-Noël Carpentier, mais il y a de nombreuses communes qui aimeraient avoir en fait une manne. C'est pour ça qu'il ne faut pas le dépenser n'importe comment. Oui, mais qu'est-ce que... Ah oui, c'est de n'importe comment c'est pour ça qu'il faut le dépenser. Il faudrait peut-être un petit peu penser aux habitants, il faudrait peut-être penser aux Anguénois. Oui, mais quelle mesure? C'est ça que je vous demande. Comment? C'est les écoles, c'est créer un espace citoyen à destination des habitants, je sais pas moi, il y a plein de choses qu'on peut faire dans une ville. D'accord. Bien. Alors, j'étais en train de regarder l'heure parce que vous savez que vous êtes contraint par le timing et vos interviews doivent durer 15 minutes. J'avais encore 2 questions en fait. La première question, qui est très concrète et très simple, c'est demain vous êtes élu à la mairie, vous arrivez à la mairie, quelles sont les 3 actions que vous mettez en place dès votre arrivée? Alors, la première chose qu'on fait, c'est un audit financier. Ça fait le lien, sans le savoir, avec ce qu'on vient de dire. Aujourd'hui, on a des frais de fonctionnement à 3 400 € par habitant. C'est 3 fois plus que les villes à côté. Je pense qu'il faut Est-ce qu'on a 3 fois plus de services que Deuil-la-Barre ou Soisy? Non. Donc on a les mêmes services, voire moins. Donc par conséquent, on va faire un audit financier pour savoir exactement ce qu'il y a dans ces dépenses précisément. Et on va peut-être pouvoir tout simplement imaginer de faire autrement les choses dans notre ville. Donc ça, première action. Deuxième action, gérer le stationnement. C'est la priorité. C'est votre priorité c'est notre numéro priorité. 1, c'est le stationnement. C'est tout de suite, c'est renégocier les contrats avec Indigo, c'est tout de suite. C'est la première chose. Les Anguénois nous attendent là-dessus. C'est dans nos démarches publiques, c'est ce qu'on entend tous les jours. D'accord. Et la troisième chose, fini les sacs poubelles dans les rues qui dégoulinent, c'est mettre des containers. Je pense qu'on est la seule ville de France sans containers à poubelle. C'est l'initiation au tri, c'est développer les apports volontaires, la collecte des déchets verts. Pour moi, ça c'est à mettre tout de suite, après-demain, en place dans notre ville. D'accord, merci Anne-Estelle Lotte. Écoutez, vous avez, en tout cas, vous me donnez l'impression, et j'espère que les auditeurs l'ont ressenti, vous avez une vision claire de ce que vous voulez faire et vous avez une vision claire des actions concrètes que vous voulez mettre en place. On essaye, merci. Alors si on se livre à un dernier petit exercice, je vais vous laisser 2 minutes. 2 minutes où vous avez la parole, sans question, et vous allez expliquer aux Anguénois et aux Anguénoises pourquoi ils doivent voter pour vous. Alors, c'est pas très compliqué. C'est mettre un terme à une politique d'un autre siècle. C'est proposer une équipe dynamique, diversifiée, humaine et moderne. Nous sommes des Anguénois comme nos électeurs. C'est de redonner la parole aux habitants, c'est de faire une concertation et co-construire les projets ensemble. C'est surtout protéger notre ville de la destruction massive de notre patrimoine historique. Merci beaucoup Anne-Estelle Lotte. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions et merci également pour avoir répondu avec clarté et franchise à ces questions. Merci pour votre attention. On reprend. On reprend. Alors, nous poursuivons avec nos candidats aux élections municipales. Et c'est Jean-Noël Carpentier. Vous, votre profil est légèrement différent. Vous êtes le maire sortant au municipal de Montigny-les-Cormeilles. Alors, la première question que je vais vous poser, parce que ce n'est pas un affront que je vous fais, mais il y a des auditeurs qui sont un petit peu plus loin qu'Enghien ou Montigny. Est-ce que vous pouvez positionner votre ville et nous donner quelques éléments concrets?
Oh, bon, oui, bah, écoutez, Montigny pas très loin d'Anguin quand même. On est dans le même département. Hein. On est à trois stations, 4 stations, je crois, de RER. J'ai pris ce matin. Eh bien, c'est une ville de 21 000 habitants, très agréable et très verte. Donc à peu près le double d'Anguin. Voilà. D'accord. Et vous êtes, et pour donner un peu la direction, vous êtes sur l'autoroute A15 en direction de Pontoise. C'est ça, exactement. Ouais, comme quoi je connais bien, vous voyez. Bien, alors je vous propose maintenant de commencer par votre bilan, Jean-Noël Carpentier. Sur votre site internet, ensemblepourmontigny.fr, vous qualifiez votre bilan de, je vous cite, de bon bilan. Ah oui, je ne vais pas dire l'inverse. On s'en doute. Alors maintenant, on va rentrer dans les questions. Je voudrais que vous nous qualifiez ce que vous appelez un bon bilan de manière très simple et très concrète. Bah, écoutez, c'est simple, on n'a pas augmenté les impôts depuis 12 ans, la ville est bien gérée, la ville est propre, tous les Inimontins peuvent le constater, et puis elle est sûre, la sécurité est bonne à Montigny-les-Cormeilles. Ce sont 3 fondamentaux essentiels lorsqu'on dirige une commune. Alors, je vais vous aider un petit peu dans les réponses, si je peux me permettre, parce que je suis allé sur votre site pour m'en informer. Et en fait, vous parlez en fait dans votre bilan d'une ville verte, et vous parlez également de solidarité. Et c'est 2 points qui ont attiré mon attention. Est-ce que vous pouvez faire une synthèse sur ces 2 points en termes de bilan? On parlera après du programme. Oui, effectivement, la spécificité de Montigny-les-Cormeilles, c'est que c'est une ville verte. Une ville, certes, qui a une densité urbaine importante, moins qu'Anguin, évidemment, mais enfin, quand même, on est 20 000 habitants, mais on a des bois, c'est une chance dans une ville d'avoir des bois. Chaque Inimontain est à moins de 5 minutes à pied d'un bois de 3 hectares. Et donc c'est formidable comme lieu de rencontre, de promenade, ça crée du lien social, c'est un espace, ce sont des espaces à valoriser et c'est vrai que c'est un effort au quotidien de la municipalité de pouvoir entretenir, de valoriser ces espaces verts. On a besoin, nous les urbains, d'être connectés à la nature, sinon écoutez, on en crève, hein. On sait qu'il faut à tout prix verdir nos villes, c'est fondamental. Et c'est vrai que c'est une spécificité pour vous et pour les gens qui ne connaissent pas d'avoir en fait une ville enfin, une commune qui est urbaine et proche de Paris, et puis aussi cet avantage d'avoir des bois tout près et de pouvoir profiter de la nature. Ben oui, vous savez, l'essentiel de la France est urbanisé dorénavant. On est tous des urbains, 90% dorénavant. Mais si on n'est pas connecté à la nature, eh bien c'est difficile de vivre en ville. On connaît ces points les problèmes climatiques, ces îlots de chaleur, etc. Donc c'est important d'avoir ces zones vertes qui nous permet de nous ressourcer et également de filtrer la pollution. Bref, il n'y a que des avantages à avoir des espaces verts et avoir des arbres en ville, c'est fondamental. Merci pour ces précisions. Alors pour rester encore un dernier point sur votre bilan, sur l'aspect financier, j'ai regardé, vous l'avez déjà évoqué, mais précisez-nous un petit peu où vous en êtes sur l'aspect financier dans votre ville. Écoutez, ça va bien. On aimerait bien avoir le budget de la ville d'Anguin, je peux vous dire. On a un budget beaucoup plus modeste. Et donc, un sou est un sou, hein, comme on disait avant. 1 euro est 1 euro. Donc, on fait très attention. Et chaque dépense doit être regardée, examinée à l'utilité pour le contribuable. Voilà, c'est en tous les cas notre façon de faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons une ville qui est bien gérée, qui a un taux d'endettement tout à fait dans la moyenne, tout à fait raisonnable, et qu'on est capable d'avoir des tarifs très attractifs en termes de services, les cantines, les spectacles, etc. Et pour les auditeurs, je précise une chose, c'est que vous ne dépensez pas l'argent que vous n'avez pas, c'est-à-dire que vous avez un budget qui est positif à la fin de l'année. Oui, on est obligé d'équilibrer les budgets en comptabilité publique. C'est-à-dire qu'ici, au Bar de l'économie, on reçoit beaucoup d'entreprises et c'est vrai que c'est le nerf de la guerre, mais on voit aussi que de plus en plus, c'est une règle que les communes se fixent et heureusement d'ailleurs. Tout à fait, il faut maîtriser l'endettement. Alors poursuivons maintenant avec le programme que vous proposez aux Inimontins et Inimontaines. Il est clairement présenté sur votre site internet, qui est très clair, hein, si je peux me permettre ce petit complément. Et j'ai retrouvé 3 sujets que je souhaiterais que vous développiez. Le premier, c'est l'écologie. Alors, je vous les cite, comme ça vous pourrez, entre guillemets, vous préparer. Le premier, c'est l'écologie. Le deuxième, c'est la solidarité. Et le troisième, c'est l'urbanisme. Alors, commençons par l'écologie. L'écologie, j'en disais un mot avec le verdissement de la commune. Aujourd'hui, on sait bien qu'on est en crise écologique. Hein. On en parle tous les jours depuis maintenant quelques années, et de plus en plus aujourd'hui. Donc il faut des grands règlements internationaux, des grandes lois nationales, mais c'est au quotidien, c'est au niveau local qu'il faut agir. Et en cela, les équipes municipales, les citoyens ont un rôle fondamental
à tenir. Vous voyez, sinon, ce sont des discours. L'écologie, si concrètement, on ne fait pas d'efforts, eh bien, il faut le faire. Donc, il faut le faire d'abord en termes de verdissement de nos communes. Il faut que tous les maires verdissent leur ville. Ça veut dire qu'il faut trouver le moyen, en termes d'urbanisme, en termes de construction, de donner des priorités aux espaces verts. Puis ensuite, ça veut dire de réfléchir aux mobilités. Ben oui, le tout essence, eh bien, il faut que ça change. Tout à l'heure, on parlera des voitures électriques, là, on l'évoluera, mais aussi, il faut parler des mobilités douces. Hein. On voit bien qu'aujourd'hui, la voiture doit être re-questionnée dans nos vies quotidiennes. Et puis surtout, il y a le tri des déchets dans les villes. C'est une vraie problématique. Bien, écoutez, merci pour ces précisions. Le deuxième sujet, c'est la solidarité. Et personnellement, je fais un petit commentaire. C'est un sujet que vous mettez en avant parce que vous avez déjà fait beaucoup de choses sur ce sujet-là. Donc, vous continuez dans cette logique-là. Vous avez quoi comme nouvelle action ? Oui, bah écoutez, la solidarité, le vivre ensemble, c'est pas que des 20 mots. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans une société où parfois on a du mal à vivre ensemble. On a du mal à se serrer les coudes. On regarde chacun de son côté, un individualisme qui grandit. On le déplore tous et puis après, pas d'action concrète. Bien, si au niveau local, on peut aider à ce que les gens se rassemblent, discutent entre eux, voient que leurs différences peuvent être une richesse, eh bien, il faut le faire. Il faut le faire à tout prix. C'est pour ça qu'on développe, nous, des rencontres interculturelles, interreligieuses. C'est pour ça qu'on vise à ce que les générations différentes puissent se rencontrer autour d'animations dans les écoles, à la cantine, des lectures. On a des retraités qui viennent beaucoup dans les écoles intervenir. Là encore, récemment, j'ai participé à un repas dans une cantine entre des personnes âgées d'une maison de retraite et des enfants. Bref, il y a tout un tas d'actions à mettre en place qui sont importants. Et puis, moi, j'ai un combat, je ne suis pas le seul à le mener, mais il faut lutter contre le racisme. C'est une gangrène qui ronge notre société. Il faut démontrer que c'est une bêtise, l'idée de s'affronter entre communautés, comme certains voudraient nous le faire croire, et notamment les partis politiques d'extrême droite. Et ça se fait aussi au niveau local en montrant que nos richesses peuvent être... nos diversités, peuvent être des richesses. Alors, Jean-Noël Carpentier, avant cet entretien, je ne vous connaissais pas et je vous trouve très modeste en fait, parce que quand j'ai regardé votre programme et j'ai regardé votre bilan, vous avez fait des choses très concrètes. Et moi, j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu, parce que vous avez aussi agi auprès d'un sujet qui est à la mode, mais que vous avez pris en main il y a déjà quelques années, c'est la femme en fait. C'est tout ce qui est fait en fait contre les violences pour la femme. Vous pouvez nous dire ce que vous avez fait là-dessus? Oui, c'est gentil de me dire ça, mais écoutez, c'est un drame ce qui se passe avec la violence faite aux femmes. Il y a évidemment les féminicides, donc les femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint ou leur ex-conjoint. C'est à peu près 150 par an. C'est énorme, c'est terrible, ça fait froid dans le dos, mais c'est aussi en vérité derrière ce chiffre des dizaines de milliers, des centaines de milliers de femmes qui sont frappées quasi quotidiennement chez elles. C'est un tsunami qu'il faut arrêter immédiatement. Vous savez, je discute régulièrement avec la commissaire de mon arrondissement, la commissaire d'Hermont, et elle me disait, tous les commissaires de France pourraient vous le dire, que la majorité de leurs interventions sur les violences, eh bien, ce n'est pas dans la rue, c'est dans les maisons. Et notamment donc les hommes qui tapent sur les femmes. Il faut que ça cesse, ça fait partie des grandes questions de notre société à mettre en avant. Il faut aider les femmes à se défendre. Moi je dis souvent, lorsqu'une femme a des difficultés, on lui répond, mais madame, il faut partir. Bien, moi je dis que non, on ne dit pas, il ne faut plus dire madame, il faut partir. Il faut dire monsieur, vous devez partir de la maison. Parce que c'est souvent ça le drame des femmes, c'est qu'elles sont coincées dans leur prison, là où elles se font battre. Merci pour ces précisions. Et d'ailleurs, vous voulez en faire un rendez-vous annuel, je crois, avec ce que vous appelez une semaine de lutte contre les violences féminines, c'est bien ça? C'est ça, tous les 8 mars, évidemment, on met cette dimension. Tant que les violences faites aux femmes ne diminueront pas, au niveau local, modestement, on contribuera à cela. L'année dernière, nous avons fait une marche à travers la ville. Il y avait plusieurs centaines de personnes, des hommes et des femmes, avec tambour, avec lumière, pour dire qu'il fallait que ça s'arrête. Merci beaucoup pour ces précisions, Jean-Noël Carpentier. Alors, une question, vous savez, je ne suis pas très créatif, donc je vais poser la même question que j'ai posée à Anne-Estelle Lotte. Donc, demain, vous êtes réélu.
donc vous reprenez vous êtes dans la continuité dans votre poste de maire. Qu'est-ce que vous faites comme action immédiate? C'est quoi les 3 actions que vous mettez en place ou sur lesquelles vous allez perdurer et insister? Alors, la plus importante à mes yeux, ou pour le cas celle qui, c'est mon dada, quoi, le verdissement de la commune, eh bien c'est l'ouverture de 2 parcs. Un parc de 3 hectares situé proche de l'école Paul Cézanne, en plein cœur du centre-ville et d'un quartier populaire. Nous avons commencé à acquérir les parcelles et normalement en 2020, tout début 2021, ce parc sera ouvert à la population. Ça sera un événement pour la commune, ça sera le 7e parc. Et puis un parc également à peu près de 2 hectares qui sera ouvert également dans le quartier, pour le coup, là, du village, en haut de Montigny. Donc ça, c'est très concret, très Oui. Court terme. Oui, mais ça sera un événement Oui, bien sûr, urbain bien sûr. dans la commune. Et puis, la deuxième chose, c'est continuer notre travail sur la gestion de la commune. Et donc, j'ai annoncé une baisse des tarifs municipaux qu'on mettra en place dès le mois d'avril. D'accord, très bien. Et une troisième? La troisième, c'est tout simplement de continuer toutes les actions concernant le vivre ensemble, concernant la solidarité. On a une fête interculturelle qui se déroule tous les ans au mois d'avril. On aura là encore une belle fête avec l'ensemble des Illimantins, quelles que soient leurs origines. Merci Jean-Noël Carpentier, c'était très clair et on voit bien que le vivre ensemble, c'est l'une de vos priorités qu'on retrouve dans toutes vos actions. Très clair, et votre programme pour les années à venir est plein d'ambition. Donc, écoutez, bonne campagne. Ce que je nous propose, c'est que nous allons prendre congé de nos invités. Et avant de poursuivre notre émission, eh bien, nous faisons une respiration musicale. Bonjour. C'est bon, Bruno? Non, je t'ai dit, c'est pas la main. Tu connais les Welsh, les Flamands? Ouais, ça me dit quelque chose, ça. Une sorte de croûte. Tiens, c'est spécial pour toi. Mais bon, je suis pas du Nord, moi. Tiens, c'est ma femme qui a. Oui. Aujourd'hui, ça sera toi. Photo avec tous les invités. D'accord, s'il vous plaît. tu D'accord, me salut. prends là? Non, je ne serre pas la main. Regroupez-vous tous. Oh, comme tu veux, moi, je... Ah oui, bah alors oui, c'est ce que je fais. On la transmettre la photo du coup après Non. qu'on la Non, la diffuse sur garde. les réseaux. Non, sans papier. Faut que ce soit plus propre. D'accord. Je suis un peu comme vous, j'aime bien aussi. Ouais, que ce soit bien organisé. Bouge pas, c'est flou là. Mais non, c'est pas flou. Estelle, je ne vois pas. Ou, les Au pire. Dominique, tu veux pas être sur la photo? Oui, si, toujours. Venez à côté de moi. Décalez-vous encore un petit peu. Merci beaucoup. Vous êtes magnifique, merci. Je vous l'envoie? Qui veut la photo? Alors, Non, mais j'ai pas. Moi, je veux bien. alors, Ouais. de toute façon, Après, j'ai pas les 06. Vous pouvez rester là, ça pose pas de problème. 66, Au niveau de la... 06 66. 25 49. C'est un bon moyen pour avoir les 06. Ouais. C'est la bonne technique. Ah bah, il C'est est- le site internet. Vous allez la publier? Bon, attends, je pense. Ouais, ça se trouve. En général, oui, on la met sur le site ou sur les écrans. Sinon, vous la récupérez sur la page Facebook de la radio, ça vous embête pas? Non? Pas de soucis. Parce que comme vous êtes nombreux. Vous me relancez. Merci. Pas de soucis. Merci. Bon, écoutez, merci beaucoup à vous. Moi, j'ai oublié un numéro 06 66 40 25. secondes, Dominique. 38. Ah, c'est trop. 40 seconds. Ça marche, je l'envoie de suite. Merci. À bientôt. À bientôt, Dominique. Ah oui, merci d'être venu. Tu vas bien. À bientôt. Voilà, la grosse lumière là. Bon, on peut éteindre, tu peux. Non, mais comme vous voulez. Hein. C'est vrai que celle-là, elle est agressive. Ouais. Au revoir. C'est sympa. Ça va comme ça? Plus intime. Ouais, puis c'est vrai que... Attention, 10 secondes. Là. Moi, je me mets où tu veux.
Qui c'est ça? Cookie Dingler, Ah oui, et ça s'appelle? femme libérée. Ah oui. Par rapport à ce que C'est récent, ça, petite rotation. Mais écoutez, on avait un enchaînement musical qui était tout fait, puisqu'en fait, vous venez d'écouter Cookie Dingler avec Femme libérée. Et pour reprendre notre émission, ce que je vous propose, c'est de passer la parole à Bruno Vigoureux pour sa chronique cuisine. Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous, et bonjour à tous vos invités. Bonjour Philippe. Salut. Ça va ce matin? Ouais, ça va. J'explique. Philippe, c'est notre technicien. J'ai forcément pensé à lui en proposant la recette du jour. Car Philippe, c'est un gars du Nord, de la Côte d'Opale, de Quin exactement. C'est bien ça? Bon. Eh bien, mon cher Philippe, aujourd'hui, je vous propose un plat qu'on sert entre Merlimont et Stella-Plage. On est là tout près du Touquet. Et ce plat, c'est le Welsh. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, vous allez me dire, Dominique? Philippe, lui, il sait ce que c'est. Pas vrai? Hein? Alors, qu'est-ce que c'est, Bruno? On en parlera. Ah. Je vous donne d'abord les ingrédients. On va faire une recette pour 4 personnes. Vous allez voir, c'est assez rapide à faire, assez économique aussi. Et ça tient un peu au corps. Alors, il vous faut 4 tranches de pain de campagne, 800 g de cheddar, 25 centilitres de bière blonde, on est dans le Nord, je vous le rappelle, 2 tranches de jambon blanc, pas trop fine, 50 g de gruyère râpée, 4 œufs, 2 pincées de noix de muscade, 10 g de beurre. C'est léger. Oui, je vous avais prévenu. Léger. Maintenant, je vous emmène en cuisine. Alors, première chose, vous préchauffez le grill de votre four. Ensuite, vous faites dorer les tranches de pain dans une poêle avec le beurre, pas trop fort, vous allez voir, ça va prendre une jolie coloration. Vous coupez le cheddar en petits cubes, vous mettez ces cubes dans une casserole et vous ajoutez la bière, la muscade et vous laissez fondre. Quand c'est fondu et hors du feu, j'insiste bien sur le hors du feu, vous ajoutez les œufs que vous aurez battus avant. Dans un plat gratin, vous déposez le pain doré, vous posez les tranches de jambon dessus, puis vous versez la préparation au fromage sur l'ensemble des tranches. Vous parsemez de gruyère râpée et vous mettez au four le temps que ça gratine bien. Je ne vous donne pas de temps, c'est à vous de voir. Il faut que ça soit bien doré. Ensuite, vous servez soit l'assiette, soit vous amenez le plat sur la table et c'est le succès assuré. J'ai fait cette recette dimanche dernier et c'était super. Alors Philippe, on est bien dans le Nord là avec ce Welsh. Pour les tranches de pain, c'est à vous de choisir l'épaisseur que vous souhaitez, pas trop fine quand même, pas trop grosse non plus. Philippe, ce plat est pour toi et naturellement, pour accompagner ce Welsh, une bonne bière s'impose. On est dans le Nord ou on ne l'est pas. Allez, bonne cuisine et régalez-vous. Au revoir. Attention, on reprend. Alors aujourd'hui au bar de l'économie, nous recevons Anne-Estelle Lotte et Jean-Noël Carpentier qui sont candidats aux élections municipales, Corinne Lemoyle qui est cofondatrice de l'agence Vice Versa spécialisée dans l'aménagement intérieur dédié aux entreprises, Aurélien Tardieu, CEO de la start-up Green Move, Guillaume Hébert, CEO de la start-up Battery for People et créateur de l'application Antilope, et Gilles Debuchy, fondateur et directeur général de la société WeFound. Alors Gilles Debuchy, c'est à vous. La société WeFound, vous la présentez, je vous cite, comme un Startup Studio Corporate. Ma première question est toute simple. C'est quoi un studio corporate, un Startup Studio Corporate? Voilà, je vais y arriver. Bonjour. Écoutez, un Startup Studio Corporate, c'est une entreprise qui a vocation à monter plusieurs projets, plusieurs startups en parallèle dans un domaine dont on aura choisi, qu'on aura choisi à l'avance et dont on jugera qu'il est porteur pour l'avenir et qu'il apportera des services et des réponses à des questions que se posent les consommateurs. Voilà. Alors, Gilles Debuchy, parlez-nous un petit peu de vous. En fait, quel est votre parcours et comment vous est venue l'idée de créer cette Startup Studio Corporate? Alors moi j'ai maintenant un peu d'expérience, malheureusement ou heureusement. Donc il y a 20 ans, j'avais créé une société dans le monde du logiciel que j'avais développé et que j'avais revendu. Ensuite, j'ai monté un petit fonds d'investissement qui investit dans les jeunes pousses et dans les jeunes startups pour les aider à grandir plus vite. Et finalement, j'ai eu envie de faire quelque chose aujourd'hui un peu entre les deux, en montant plusieurs projets
pour les développer, mais en les développant un peu plus rapidement grâce à des financements qu'on va chercher, et c'est là où est le terme, où l'importance du terme corporate ou entreprise, des financements qu'on va chercher chez des grands partenaires, des grandes sociétés qui viennent chercher chez WeFound et chez ces startups une capacité à innover plus vite, à créer des services qui répondent plus rapidement et plus précisément aux besoins des consommateurs. Alors, si on prend un exemple, en fait, WeFound est jeune, hein, à peine 2 ans, et vous avez déjà signé un partenariat avec une grande entreprise, c'est Engie, vous évoquez. Peut-être faut-il développer en fait ce sujet-là pour que nos éditeurs comprennent concrètement. Oui, complètement. Écoutez, Engie, que tout le monde connaît, qui fournit principalement des abonnements et des services autour du gaz et de l'électricité, que ce soit des services de fourniture de gaz ou d'électricité ou des services pour équiper par exemple votre toiture de panneaux solaires et avancer vers les nouvelles énergies renouvelables. Eh bien Engie, qui a cette activité principale, se disait pourquoi pas aussi aller vers cette transition zéro carbone en développant des services et des réponses qui ne sont pas forcément directement liées à l'énergie, mais qui en sont proches. Et un exemple concret était de travailler sur la mobilité électrique, qui a évidemment un très grand avenir, sur lequel Engie n'avait pas forcément en interne toutes les équipes pour être capable de lancer des offres dans le domaine, puisqu'il s'agit de travailler aussi pas mal sur l'automobile, sur le transport en général, ce qui n'est pas la spécialité d'Engie. Donc Engie s'est dit, associons-nous avec WeFound pour joindre nos forces. Nous, on apporte notre capacité, notre connaissance du monde de l'énergie, et WeFound va apporter sa capacité entrepreneuriale pour créer des nouveaux projets, et puis une meilleure connaissance du monde de l'automobile. Si je le dis autrement, est-ce qu'on peut dire que vous êtes en fait un facilitateur pour mettre en relation des entreprises et qui vont déterminer la valeur ajoutée ensemble de ce qu'elles ont à faire? Alors, c'est effectivement un facilitateur pour mettre en relation des grandes entreprises et des entrepreneurs, dont on a deux brillants représentants autour de la table et qui parleront après moi, des entrepreneurs qui ont cette envie d'entreprendre, qui ont cette envie de créer ces nouveaux services qui vont apporter rendre service aux consommateurs, mais qui voient un intérêt à collaborer avec ces grands groupes pour avancer plus vite. Sauf que la collaboration avec une grande société, c'est toujours difficile quand c'est le tout petit David contre le grand Goliath. Et nous, on joue un peu ce rôle finalement de sas de décompression entre ces deux mondes pour que ces deux mondes arrivent à travailler ensemble. Voilà. Et puis les grands groupes, je pense, n'ont pas forcément toutes les ressources nécessaires pour se projeter sur tout ce qui est en train de se passer dans le business et dans les économies. Et c'est là où elles vont chercher de plus en plus des gens comme vous, des startups qui ont des idées nouvelles et qui peuvent leur apporter un développement. Voilà, tout à fait. Le grand groupe, il va rester sur son métier traditionnel. Il a des équipes qui font très bien ce qu'elles font, mais il a peut-être un peu plus de mal à se projeter sur des choses nouvelles parce que ce sont des gros paquebots qui font très bien leur métier, mais quand il s'agit d'aller sur quelque chose de nouveau, c'est souvent, ils se disent c'est au début trop petit, mais à un moment donné, il faut bien démarrer. Il faut y aller, oui. Il faut y aller. Mais donc on ne peut pas se dire éternellement c'est trop petit. Donc on confie ça à des petites structures qui sont adaptées au début pour démarrer les projets. Voilà. Écoutez, c'est très clair. Gilles Debuchy, alors pour enchaîner, on l'a légèrement évoqué tout à l'heure, on va creuser un peu le sujet. Si on regarde en fait l'aspect business model, est-ce que vous pouvez nous dire comment il tourne votre business model et comment vous, en clair, comment vous vivez, comment vous rémunérez, vous faites vivre la société? Concrètement, on vit comme on est dans cette nouvelle économie où le principe de base c'est un investissement du partenaire financier dans le capital de la société. Et nous, on utilise cet investissement relativement important qui va nous permettre de vivre pendant quelques années pour créer ces nouveaux projets. Et ces projets se développent. Quand tout se passe bien, et pour l'instant, je croise les doigts, ça se passe bien, ces projets trouvent des clients, grossissent. Et le jour, c'était des aventures sur 5 à 10 ans, le jour où ces projets trouvent une sortie par le haut, en se revendant par exemple, ou en ayant des résultats importants, eh bien on récupère un petit bout de cette création de valeur et c'est comme ça qu'on vit sur le long terme. Voilà. D'accord. WeFound, c'est combien de personnes aujourd'hui?
Aujourd'hui, l'équipe cœur est d'une dizaine de personnes. D'accord. Alors, si je reprends votre thème, en fait, et je l'ai dit en vous présentant, en fait, avec WeFound, vous accompagnez les hommes et les idées. Bon, ok, on comprend ce que ça veut dire, mais concrètement, vous faites quoi et comment? Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire avec un grand partenaire corporate comme Engie ou un autre? On va commencer par s'asseoir autour d'une table pendant quelques semaines, voire quelques mois, pour réfléchir de manière très ouverte à plein de nouvelles idées. Et quand au bout de cette réflexion, on en ressort quelques-unes, dont Green Move et Batteries for People sont des exemples, eh bien, on travaille à créer ces projets en s'associant avec des entrepreneurs et ensuite en les accompagnant sur les premières années de la vie de la société pour qu'ils aillent plus vite. Il faut pas, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on sait pas forcément quand on est start-upper, qu'on monte une nouvelle société, le début est toujours très long. C'est-à-dire qu'on est, avant d'être connu, eh bien, on passe souvent 3-4 ans à finalement être dans l'ombre, à travailler dans son garage, c'est l'image qu'on a souvent, à faire tout, à faire le courrier, le café, à traiter les problèmes juridiques parce qu'on a soi-même, voilà, à tout faire avec peu de moyens. Ben, nous, ce qu'on apporte, c'est une capacité humaine, donc du temps, et puis un peu de moyens financiers aussi, pour que cette période initiale qui peut durer habituellement 3-4 ans, ben, on la réduise à quelques mois, de manière à ce que ben, aujourd'hui, voilà, des startups comme Green Move, Batteries for People sont avec moi pour vous rencontrer, pour parler à vos auditeurs. Et ça, c'est quelque chose qu'une startup, entre guillemets, lambda, aura du mal à faire dans les premiers mois de son existence, parce qu'elle n'aura pas cet appel. Oui, c'est important ce que vous dites, parce que souvent, quand on voit les gens qui créent des startups, au départ, c'est une idée, ils ont une idée, oui. Et puis après, bon, ils veulent monter leur société et en faire un business, et puis que ça soit pérenne. Mais la personne en elle-même, elle n'a pas forcément toutes les ressources pour pouvoir gérer ça. Et je pense que c'est important ce que vous dites, c'est que vous pouvez accompagner, supporter dans le bon sens du terme, sur des ressources ou des compétences que la personne n'a pas, et que vous allez pouvoir en fait relier et créer si je peux me permettre, ce mini-réseau pour que ces personnes puissent faire vivre très très concrètement leur société. C'est très bien résumé. Tout à fait. Merci beaucoup. Ouais. Alors, il y a aussi cette belle aventure avec Green Move et puis Batteries for People. Donc, nous allons en parler. C'est deux startups qui collaborent ensemble pour offrir aux clients, je répète, des produits et des services totalement complémentaires sur le marché du véhicule électrique d'occasion. Alors, moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire? On a bien compris ce que vous faites, mais comment ça s'est fait en fait avec Green Move et puis Batteries for People? Comment vous avez créé cette histoire pour en arriver là? Voilà, pareil. J'ai commencé à l'aborder tout à l'heure. On a réfléchi avec Engie sur des grands domaines ayant trait à la transition zéro carbone. Comment faire en France pour qu'on dépasse les mots, mais qu'on rentre vraiment dans les actions pour aller vers cette transition zéro carbone. Je vous interromps, ça veut dire que le premier contact, en fait, c'est Engie. C'est avec Engie que vous avez identifié un besoin? Oui, tout à fait. Et on s'est dit, bon, évidemment, la mobilité électrique, le transport en général, on sait que c'est une source de carboné importante. Oui. Et donc, on s'est dit, aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui empêche peut-être ce marché du véhicule électrique de se développer plus vite? Et on a regardé, on a discuté avec des clients, avec des prospects, avec des gens qui s'intéressaient au sujet, mais qui n'avaient pas franchi le pas. Et on a identifié 3 grands freins. La crainte... Enfin, le problème du prix, parce que le véhicule électrique neuf, ça reste très cher. Et donc, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire autour du monde de l'occasion. On a identifié le problème de la confiance dans la batterie des véhicules. Je crois qu'on est... Enfin, Batteries for People y reviendra. Et puis, le problème de la peur des gens, quand ils prennent un véhicule électrique, il a peur de tomber en panne parce qu'on n'a pas des stations d'essence à tous les coins de rue. Et donc la peur de se lancer dans un trajet qu'on ne connaît pas en se disant est-ce que je vais aller au bout avec ma batterie. Et bien très concrètement, on s'est dit sur ces 3 sujets qui sont des sujets très importants pour casser le frein sur le véhicule électrique, on va essayer de monter des réponses concrètes pour les consommateurs. Et on a créé les sociétés, et on a eu la chance de rencontrer des brillants entrepreneurs pour les porter avec nous. Ben merci Gilles Debuchy, vous avez bien planté le décor et en plus vous m'avez fait la parfaite transition pour qu'on arrive maintenant à parler de Green Move et puis de Batteries for People.
Acheter ou louer un véhicule électrique, nous y voilà, Aurélien Tardieu. Bonjour. C'est l'activité de Green Move, le marché de l'électrique est récent, cela veut dire aussi que nous commençons tout juste à trouver des véhicules d'occasion et donc des véhicules à prix plus abordable sur l'aspect électrique comme l'évoquait Gilles Debuchy. Alors pour commencer, peut-être pouvez-vous nous donner quelques chiffres sur le nombre de transactions sur ce marché d'occasion électrique? Tout à fait. Alors en 2019, c'est environ 20 000 véhicules électriques d'occasion qui ont été vendus sur le marché français. C'est 55% de plus que l'année d'avant et ça représente à peu près le tiers du parc installé 3 ans auparavant. Là-dedans, on a une Renault Zoé qui écrase tout le monde avec 60% de part de marché, suivi d'une Nissan Leaf et d'une BMW i3 qui sont toutes les deux peu au pro autour de 6-7%. Pour fixer les idées en termes de prix, il faut rappeler qu'une Zoé neuve aujourd'hui, bonus écologique déduit, c'est environ 26 000 € minimum, et alors qu'on trouve des très bonnes occasions à partir de 10 000 €. D'accord, bah écoutez, c'est très clair. Alors vous vous présentez comme le spécialiste du véhicule électrique sur le marché de l'occasion, et vous voulez démocratiser le véhicule électrique grâce à l'occasion. Alors qu'est-ce que vous faites pour cela? Alors clairement, la mission de Green Move, elle est très simple, c'est permettre au maximum de personnes de rouler en véhicule électrique. Notamment les personnes qui ont besoin de leur voiture au quotidien et à qui on fait souvent un mauvais procès d'intention, d'inconscience écologique parce qu'ils utilisent leur voiture. Et donc pour faire ça, on a une conviction, c'est qu'il faut déverrouiller le marché du véhicule électrique d'occasion pour rendre les prix du véhicule électrique abordables. Pourquoi j'utilise le terme déverrouiller? C'est qu'en fait, un peu comme le dit Gilles tout à l'heure, on a tous les mêmes questions autour d'un véhicule électrique d'occasion. Premièrement, est-ce qu'un véhicule qui a 3-4 ans peut correspondre à mes besoins alors que la technologie évolue sans cesse, à la télé on voit que ça? Est-ce que je peux avoir confiance en fait dans la batterie électrique d'un véhicule électrique d'occasion et dans son moteur électrique? Comment j'ai me recharger au quotidien et dans mes trajets plus ponctuels et hors zone de confort, on va dire. Et puis, comment est-ce que je peux utiliser ma voiture sans avoir la boule au ventre, entre guillemets, de tomber en panne sèche au bord de la route. Sur tous ces sujets-là, les constructeurs aujourd'hui apportent un accompagnement très limité. Et donc, en fait, chez Green Move, la première des choses sur laquelle on vous accompagne, c'est déterminer vraiment quel est le véhicule électrique dont vous avez besoin. Il faut quand même rappeler que 90% des trajets urbains et périurbains, c'est moins de 30 km par jour. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que concrètement, une voiture qui a 3-4 ans et uniquement 150 km d'autonomie, ça suffit à couvrir la majorité des besoins. Pardon. Et c'est vrai que ça c'est un frein majeur, parce que quand on en discute en fait, dans une discussion je dirais de comptoir, l'une des choses qui revient plus vite c'est l'autonomie, alors que quand on regarde concrètement les durées des trajets, c'est je sais pas 80 ou 80, ils en ont besoin. Je vais dire comme ça, une fois pour aller en vacances, là il faut faire un peu plus de kilomètres, mais sinon c'est des trajets qui sont effectivement très courts, quotidiens. C'est un thème sur lequel effectivement on fait nous beaucoup de pédagogie, parce qu'effectivement c'est dans la tête de tout le monde, parce que encore une fois, comme je disais, les constructeurs notamment font beaucoup de communication autour d'une autonomie grandissante, et donc ça peut effectivement inciter à un sentiment d'insécurité par rapport à ça sur les personnes. Alors, dites-moi, comment on fait, Aurélien Tardieu, si on veut, ou alors je vais la poser à l'envers, comment vous faites pour rencontrer vos clients? Alors, il y a plein de manières différentes. Vous pouvez trouver nos véhicules, des annonces de nos véhicules sur un certain nombre de médias spécialisés sur l'occasion. Vous pouvez entendre parler de nous dans la presse, à la radio, comme aujourd'hui. On peut faire de la pub de différentes manières. Etc. Vous n'avez, je vous interromps, pardonnez-moi, vous n'avez pas de réseau de distribution? Non, on a un acteur, effectivement, c'est bien de le rappeler, complètement digitalisé. Voilà. Mais pour contrebalancer ça, en fait, il y a deux choses très importantes. Le premier pilier, c'est que vous demandez tout à l'heure comment ça se passe. En fait, on a une première étape très importante avec tous nos prospects. C'est un premier entretien téléphonique qui peut durer un minimum de temps parce qu'on va rentrer dans le détail sur tous les sujets dont on a parlé. Et là, pour vous trouver, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Internet, ils tapent greenmove.fr. Ils peuvent aller sur notre site, effectivement, parce que, voilà, encore une fois, comme un acteur du digital, on travaille à notre reconnaissance sur Internet. Donc, vous pouvez nous trouver sur notre site, c'est greenmove.fr. Vous pouvez nous voir encore sur Le Bon Coin, par exemple, parce qu'on met des annonces de certains de nos véhicules sur ce genre de sites qui sont clairement incontournables sur l'occasion. Vous pouvez nous trouver par des partenaires, mais in fine, que ceux qui nous envoient un mail ou que ce soit eux qui nous appellent sur notre standard, nous, on va les rappeler. Parce qu'encore une fois, il y a une première étape très structurante qui est de bien comprendre quel est le projet de la personne, l'identification, requalifier le besoin vraiment, et pour que d'ailleurs on puisse dérouler les étapes d'après qui sont vous proposer une offre qui puisse vous convenir, et derrière, si ça vous convient, vous nous envoyez un dossier en 48 heures.
on a validé le dossier, on peut réserver la voiture et on vous fait une livraison à domicile. Parce que voilà, on a beau digitaliser, on vous livre au pied de votre porte la voiture que vous voulez. C'est qu'à un moment donné, c'est physique, quoi. Ça ne peut pas être complètement digital. Mais je rappelle juste un point que vous aviez évoqué, c'est qu'en fait, dans le besoin, vous pouvez proposer aussi bien un achat sec, ce que je vais appeler, ou de la location. C'est aussi ça très important de le dire, parce qu'en termes de location, c'est plus un coût d'usage et c'est pas les mêmes budgets. Tout à fait. En fait, on parlait tout à l'heure du prix. En fait, chez Greenmove, on utilise à la fois l'occasion et la location longue durée, notamment pour rendre les prix accessibles. À partir de 148 € par mois, vous pouvez rouler avec une Zoé. Ça, c'est la première des choses. Et du coup, c'est vrai qu'on peut travailler là-dessus avec vous. Alors, reprenons ce que je vais appeler le chemin du client. En fait, le client vous a contacté, vous avez identifié son besoin. Ouais. Donc, comment vous sourcez après, en fait, pour y répondre? Sourcer, c'est comment vous faites pour aller chercher la voiture? Alors, on met en place en amont et on travaille à enrichir un réseau de partenaires de sourcing qui sont des professionnels de l'automobile avec qui on va mettre en place des conditions où ils savent nos exigences en termes de sourcing de voitures. Ça va en premier lieu sur l'aspect qualité de la batterie de traction. On utilise notre partenaire, la belle batterie, on en parlera mieux que moi, pour évaluer en fait, la valeur et la santé des batteries des véhicules qu'on propose. Et ensuite, ils savent aussi qu'on veut des câbles de recharge, etc. Enfin, on tourne pas autour du pot et ça nous permet effectivement d'être très réactif par rapport aux besoins d'un client où on pourrait ne pas avoir la voiture en stock chez nous à un moment donné. Et là, je dirais, vous assurez aussi pour le client une certaine sécurité parce que vous êtes l'interface, en fait, si j'ai bien compris, avec un concessionnaire ou un garage qui a un véhicule à vendre et puis la volonté du client de l'acheter. Alors, on est plus qu'une interface puisqu'en fait, c'est nous qui achetons le véhicule pour le louer à la personne. D'accord. Donc là, votre engagement est beaucoup plus fort, effectivement. Exactement. Et juste pour reprendre la question que vous posiez tout à l'heure, on a également une troisième offre pour les gens en fait, qui hésitent à aller sur l'électrique. On utilise ce qu'on appelle la location moyenne durée. Et en fait, c'est concrètement des locations de 3 mois à 12 mois pour des gens qui ne savent pas trop encore est-ce qu'ils vont passer le pas. Et bon, pour un engagement relativement limité, on teste. Et la plupart de nos clients basculent d'ailleurs définitivement. Donc, pour résumer, vous identifiez avec le client son besoin. Vous allez lui chercher, entre guillemets, ou chercher la voiture qui lui correspond le mieux. Ou on peut la voir. Ou vous l'avez. Et après, vous la livrez chez lui. Exactement. Et en amont de ça, comme c'est l'occasion et qu'effectivement on n'a pas de concession, évidemment, on a fourni énormément de photos, un état des lieux très spécifique et puis qui montre vraiment, c'est une occasion. Oui, et puis vous réduisez au minimum le coût de distribution qui, on le sait, dans le monde automobile est quand même très très important. Alors, je voudrais qu'on revienne sur WeFound. On a vu avec Gilles Debuchy WeFound. Je voudrais avoir votre éclairage de votre côté. WeFound, comment vous vous êtes rapproché et qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors en fait, l'idée même de créer un acteur spécialisé autour du véhicule électrique d'occasion a germé au sein de WeFound, comme disait Gilles, quand ils ont travaillé sur une phase autour de la mobilité électrique. Et moi en fait, j'ai rejoint WeFound à ce moment-là, donc les choses se sont faites naturellement lorsqu'on a lancé Greenmove. Pour effectivement donner un peu ma lecture de l'accompagnement de WeFound, en fait on a deux apports très concrets de WeFound au quotidien. Le premier, c'est un aspect financier. Ça nous permet en fait d'avoir les moyens dès le départ d'adresser des sujets lourd techniquement ou industriellement. Vous savez que l'automobile, c'est un monde assez compliqué. Donc, c'est bien d'avoir ces moyens-là. Et en plus, ça nous permet aussi de nous focaliser, du coup, les premiers mois, uniquement sur le principal qui est de développer notre activité et pas forcément de perdre trop de temps à rechercher des financements. Ça, c'est le premier apport. Et le deuxième apport, c'est vraiment un apport de compétences avec des ressources qui ont des expertises très diverses. Ça va de la communication à du développement informatique. Et en plus, avec la mise à disposition d'un carnet d'adresses qui, au quotidien, nous sert bien pour développer notre activité. D'accord, bah écoutez, c'est très clair. J'avais une autre question encore sur votre activité, parce qu'on voit bien que dans l'automobile, il y a la vente, l'occasion, et puis il y a aussi l'après-vente. Sur le marché de l'entretien des véhicules électriques, vous n'êtes pas positionné. Expliquez-nous pourquoi. Alors, c'est vrai qu'en premier lieu, on se focalise sur notre cœur de métier qui est notre expertise pour sourcer les meilleurs véhicules d'occasion et accompagner nos prospects, nos clients dans la transition vers le véhicule électrique. Après, évidemment, à tous nos clients, on leur propose, s'ils le souhaitent, une option sur l'entretien. Mais pour rendre cet entretien-là, on préfère s'appuyer sur des gens dont c'est le cœur de métier, comme on le fait d'ailleurs sur la livraison à domicile ou l'installation des bornes de recharge. Et dernier aspect, on est quand même investi sur ce sujet-là, puisqu'on travaille activement à ouvrir le maximum de réseaux à nos clients pour qu'ils puissent entretenir la voiture électrique, alors qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir que les constructeurs font un maximum pour garder la main là-dessus dans leur réseau en propre.
mais qu'heureusement, il y a des choses qui bougent, notamment la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités, qui cherche à ouvrir et à faciliter cette ouverture. Oui, et puis de toute façon, on est dans le contexte du contrat européen avec le contrat d'exemption pour la distribution automobile et cette volonté des constructeurs, je ne suis pas sûr, c'est mon avis personnel, qu'elle puisse tenir très très longtemps. Elle joue la montre. Oui, elle joue la montre. Et ce qui était important, ce que je voulais que vous fassiez ressortir, en fait, c'est que vous êtes sur toute la chaîne. En fait, vous ne laissez pas le client, j'allais dire tomber, non, mais vous ne considérez pas que votre travail est terminé une fois que vous avez livré le véhicule, mais vous suivez le client après sur tout ce qui va être l'après-vente et la vie du véhicule avec son client. Tout à fait, puisque c'est vrai que quand on a en tête la location longue durée, historiquement, c'était plutôt des véhicules neufs. Avec l'occasion, il y a des choses qu'il faut qu'on adresse, par exemple le contrôle technique que vous allez avoir. Et ben, nous, on est là pour vous rappeler à un moment donné, il faut aller faire contrôle technique de votre véhicule, etc. Donc, effectivement, on suit notre client sur tout le cycle de vie. Bien, merci Aurélien Tardieu. Je suis sûr que nos auditeurs ont bien compris ce que vous proposez aux clients à travers Greenmove, c'est très clair. Une dernière petite question, comment vous voyez votre avenir? Vous avez d'autres projets? Alors, notre ambition générale, c'est de devenir le leader européen du véhicule électrique d'occasion. En termes de projet, je peux vous parler d'un projet qu'on est en train de lancer en ce moment, qui est d'accompagner les TPE, PME et petits pros sur cette transition vers le véhicule électrique, en bénéficiant, rappelons-le, d'une fiscalité très intéressante, pas de TVS, la fameuse taxe sur le véhicule de société, et des règles d'amortissement beaucoup plus intéressantes que ce que les entreprises connaissent sur le véhicule thermique, en fait. Je dirais pas idiot comme idée. parce qu'en fait, on voit bien que pour les entreprises, il y a plusieurs enjeux. Il y a l'aspect écologique, ou en tout cas l'aspect image pour eux et marketing qu'ils veulent donner vis-à-vis de l'extérieur. Ils y viennent un peu pour ça. Et ils ont aussi des avantages financiers par un certain nombre d'aides. Et donc, c'est intéressant de se positionner là-dessus. Merci beaucoup, Aurélien Tardieu. Avant de continuer, ce que je propose, c'est qu'on fasse une dernière pause musicale. Philippe. Ça va? Tout est passé? À peu près. Super. Ça va, Corinne? Oui. Toujours avec nous? Oh, c'est gentil, c'est des questions? Ouais. Merci. Pourtant, Debuchy, c'est du Nord. Et moi, j'ai pas vécu là-bas. Guillaume avait nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout enchaîner, parce que je regarde l'heure. Pour donner un petit peu plus de temps, je ne ferai pas de pause entre batterie et Fort People. Entre la belle batterie et... Entre la belle batterie et Ancilla. Ah, ça y est, c'est rentré. Ah, pas de soucis. Et après, ce qu'on fera en fonction du temps, c'est qu'on fera peut-être juste un jingle pour passer, pour vous donner un petit peu de temps. Il faut qu'on arrête à 26, 27. Je pense pas qu'il pourra faire passer la dame. Si, il est déjà 5. Ok, je vais y aller. Oh, comment? Déjà. Alors ça, c'est la page. Alors ça, c'est... Je connais. Bah ouais. Ah bah celle-ci, c'est Queen. Ah. Et le titre. On va voir le champion, là, justement. C'est quoi le titre? We are the champion. We are the champion. Ça se termine. Ça se termine. Vous inquiétez pas, je répète les invités, c'est normal parce que s'il y a des gens qui prennent l'émission en cours de route, après à un moment donné, ils ne savent plus qui est là et qui fait quoi. Vous voulez la recette? Ah ouais, avec plaisir. On va faire ça au bureau à midi, atelier cuisine. C'est ça. On va faire sur les
Nous voilà de retour. Aujourd'hui, au bar de l'économie, nous recevons Anne-Estelle Lotte et Jean-Noël Carpentier, qui sont candidats aux élections municipales. Corinne Lemoyle, cofondatrice de l'agence Vice Versa, spécialisée dans l'aménagement intérieur dédié aux entreprises. Aurélien Tardieu, CEO de la start-up Green Move. Gilles Debuchy, fondateur et directeur général de la société WeFound. Et Guillaume Hébert, CEO de la start-up Battery for People et créateur de l'application Antilope. Alors, Guillaume Hébert, nous en arrivons à Battery for People. Votre credo, c'est de levier. Dites-vous les inquiétudes des acheteurs des véhicules électriques. Sur quoi a reposé votre réflexion pour vous dire cela? Il faut que je lève les inquiétudes pour les acheteurs potentiels. Alors, bonjour. À l'origine de Battery for People, je dirais que c'est un constat, celui que malgré toutes les incitations qu'on peut avoir, notamment financières, pour passer à l'électrique, on avait des ventes qui avaient toujours un peu de mal à décoller. Alors, ça s'améliore en ce moment, mais quand même, on s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup d'inquiétudes par rapport à la mobilité électrique. On l'a déjà évoqué avec Green Move sur la question du prix, par exemple. Et on a identifié une autre barrière qui était la question de la batterie, qui était encore perçue, souvent à tort, comme le point noir de la voiture électrique. Et donc, nous, notre volonté chez Battery for People, c'est d'accompagner le marché dans l'électrification de la mobilité et de rassurer sur la question de la batterie, de ses performances et de sa fiabilité. Et donc vous avez considéré, et je pense que c'est réel, parce que quand on en parle entre nous, on le voit bien, c'est que en fait, le client lambda ne connaît pas ce sujet-là, et puis on a toujours un peu peur de la nouveauté. En fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est exactement ça. Voilà. L'électrique, c'est quand même quelque chose de nouveau pour beaucoup. Il y a des nouveaux besoins qui sont créés. Et forcément, le cœur de la voiture électrique, c'est quand même la batterie, qui est un objet qui est quand même très méconnu et qui fait peur. Et c'est vrai que les constructeurs n'ont pas beaucoup communiqué là-dessus. Ils ont communiqué en fait sur le prix, parce qu'ils ont bien vu que le prix, aujourd'hui, c'est plus cher, un véhicule électrique qu'un véhicule thermique. Mais ils n'ont pas beaucoup communiqué sur les autres aspects. Alors, vous, avec Label Batterie, vous proposez en fait, Battery for People, vous proposez un label. C'est ça. Label. Et en fait, un certificat. Là, je me perds un peu dans les mots, mais en fait, vous proposez un certificat que vous appelez la belle batterie. Mais la belle en 2 mots. En plus, vous jouez sur les mots, donc c'est un peu compliqué pour moi. Hein. Mais c'est ça. Donc, expliquez-nous. Rendez-nous tout ça très clair. Ouais. Alors, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la question de la batterie. On en a parlé. Les batteries lithium-ion qui équipent les voitures électriques sont des objets assez complexes qui ont beaucoup de qualité, évidemment, mais qui peuvent avoir un défaut qui s'appelle le vieillissement, c'est-à-dire que dans le temps, les batteries vont perdre en performance, en tout cas peuvent perdre en puissance, elles peuvent perdre en capacité, donc en autonomie. Si vous voulez, on a tous un peu en tête l'exemple du smartphone qui, au bout de 2-3 ans, ne tient plus trop la charge. Alors sur les batteries des voitures électriques, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur, c'est quand même des objets qui sont plus complexes, mieux maîtrisés. Mais voilà, il peut quand même y avoir cette angoisse vis-à-vis de la fiabilité de la batterie. Et pardon, je vous interromps. Ce que vous dites en fait, c'est que les batteries, elles ne s'usent pas forcément de la même façon. Voilà, toutes en fait, les unes les autres. Exactement, c'est ça qui est très important. C'est-à-dire, selon l'usage que vous allez avoir de votre voiture électrique, vous n'allez pas du tout avoir le même impact sur le vieillissement de votre batterie. D'accord, c'est l'usage qui impacte sur le vieillissement. L'usage, mais pas que. Il y a par exemple des facteurs extérieurs comme la météo, etc. On prend un exemple, hein. Si vous faites par exemple beaucoup de charges rapides, beaucoup d'autoroutes, si vous avez un style de conduite assez sportif, vous allez accélérer le vieillissement de votre batterie, de la même manière que vous habitiez dans le nord de la France ou dans le sud de la France, les températures moyennes sur l'année vont faire que la dégradation de votre batterie ne va pas être la même. Donc vous voyez, pour 2 modèles de voitures électriques identiques, qui ont le même âge, le même nombre de kilomètres, on peut se retrouver avec 2 états de vieillissement complètement différents. Alors, juste sur la question du vieillissement, il faut pas le voir comme quelque chose de grave. C'est pas forcément grave d'avoir ces batteries qui vieillissent. Ce qui est grave, c'est de ne pas le maîtriser et de ne pas le connaître. Et donc c'est pour ça qu'il y a besoin de transparence sur justement l'état de santé. L'état de santé, c'est ce qui caractérise le vieillissement. Donc l'état de santé d'une batterie à l'instant T. Et c'est cette transparence qu'on a voulu apporter avec notre certificat Label Batterie, justement. D'accord, donc Label Batterie, vous l'avez dit, en fait, ça va apporter de la transparence et donc de la sécurité pour le client, puisqu'il va avoir de la visibilité sur... Ça va rassurer. Sur cette volonté de rassurer nos clients sur la question de la batterie. Alors, d'accord, donc expliquez-nous maintenant comment ça fonctionne en fait, ce label pour le client. J'ai une première question, c'est l'acheteur, c'est le vendeur qui le demande, qui le fait, qui l'obtient? Alors déjà Label Batterie, pour refixer le contexte, c'est le premier service de certification de l'état de santé des batteries des voitures électriques. D'accord. Voilà, on l'a dit, ça va apporter de la transparence sur le marché de l'électrique d'occasion entre particuliers. Et donc notre client
c'est la personne qui va vendre sa voiture électrique d'occasion, par exemple sur Le Bon Coin. Oui. Et nous, la promesse qu'on lui fait, c'est grâce au certificat, en gros, vous allez avoir un argument de plus au moment de la revente. Vous allez donner de la transparence sur l'état de votre batterie. C'est la transparence qui va être donnée par un tiers indépendant. Et donc, de ce fait, vous allez pouvoir rassurer votre client, votre acheteur, et donc vendre plus vite, vendre plus facilement votre voiture électrique. Donc, la personne qui certifie sa batterie, c'est vraiment c'est plus le vendeur. Voilà, c'est plus le vendeur. C'est-à-dire qu'on va arriver à un stade probablement où si on va voir une vente de voiture électrique qui n'a pas de label, ça peut questionner. Voilà, ça c'est votre objectif. C'est votre objectif, bien sûr. Si vous voulez, aujourd'hui, on se retrouve quand même dans une situation où on est capable d'acheter une voiture électrique sans connaître l'état de ce qui représente presque 40% de sa valeur et qui peut générer des coûts énormes de plusieurs milliers d'euros si on ne sait pas ce qu'on achète. Alors comment on fait pour l'obtenir? Il faut aller voir quelqu'un? Comment ça se passe? Alors c'est assez simple finalement. Si vous souhaitez certifier la batterie de votre voiture électrique, il suffit de vous rendre sur le site internet www.labelbatterie.com, d'acheter en ligne votre certificat. Et en fait, vous allez d'abord recevoir ce qu'on appelle le kit label batterie. Voilà. Alors montrez-le puisque vous êtes, on est filmé, mais tout à fait. C'est très parlant, mais sur Facebook ça le sera. Mais voilà, ça ressemble à ça, c'est un colis que vous allez recevoir par la poste qui comprend en fait tout ce qu'il faut pour diagnostiquer soi-même l'état de sa batterie. En fait, dans ce kit, vous allez avoir un boîtier qu'il faut connecter à votre voiture, que vous connectez ensuite à l'application Label Batterie, vous lancez le diagnostic, nous on récupère les informations qui nous permettent d'estimer l'état de votre batterie et on peut émettre comme ça le certificat qu'on vous transfère en version numérique sécurisée et par la poste ensuite. D'accord, et puis parlons un petit peu gros sous, ça vaut combien pour le vendeur d'obtenir ce label batterie? Le certificat Label Batterie coûte 29 € à l'achat. À ça, il faut juste rajouter les frais d'expédition du kit. Mais vous voyez, on a essayé. C'est très raisonnable. Voilà, en fait, c'est ça, c'était un peu la volonté qu'on avait aussi envie d'apporter. C'est de démocratiser en fait la démarche. C'est ça, l'idée c'est de démocratiser un maximum, de le rendre beaucoup plus accessible. C'est-à-dire qu'avec le process qu'on a mis en place, il n'y a pas besoin de se rendre dans un garage, chez un concessionnaire, etc., de payer une main-d'œuvre. Là, vous avez, avec un prix le plus minimisé possible, accès à cet outil qui permet d'apporter de la transparence. D'accord. Alors, si je fais le parallèle avec le contrôle technique pour le véhicule thermique, est-ce que c'est ça? Voilà, on peut le retenir un petit peu comme ça. Hein. Le certificat Label Batterie, c'est le contrôle technique de la batterie qui va permettre de connaître, de savoir l'état de telle batterie, de tel véhicule à telle date. Eh bien, Guillaume Hébert, merci beaucoup. Alors, je récapitule. Nous avons vu avec GreenMove que GreenMove propose aux clients d'acheter des véhicules électriques et que Battery for People propose un label au client pour le rassurer sur les aspects techniques de la batterie. Ce label s'appelant Label Batterie. Alors, votre startup ne fait pas que cela, puisque vous avez créé aussi l'application Antilope. Antilope, c'est une application pour les véhicules électriques, hein, je l'ai dit en introduction, mais je le répète. C'est une application qui répond là aussi à une crainte des conducteurs de véhicules électriques, c'est tout simplement la panne sèche. Alors, Guillaume Hébert, expliquez-nous comment ça fonctionne, cette application. Absolument. Alors, Antilope, c'est l'application d'itinérance qui délivre la meilleure prédiction de consommation de votre voiture électrique. En fait, très concrètement, vous allez utiliser Antilope sur votre téléphone. Vous allez renseigner le trajet que vous avez l'intention de faire, préciser le nombre de passagers, le poids des bagages, etc. Et nous, on va vous donner, avec énormément de précision, l'état de charge de votre voiture électrique à l'arrivée. Donc, vous allez pouvoir savoir, avec un bon degré de confiance, si vous pouvez ou non effectuer les trajets. Il y a un point important dans ce que vous dites, en fait, c'est l'état de charge à l'arrivée. Parce que quand on prend un véhicule électrique aujourd'hui, bon, on voit l'état de charge potentiel, mais on ne voit pas en fait ce qui va se passer à l'arrivée. Voilà, c'est ça. Et c'est là où Antilope est très précis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a énormément de facteurs qui impactent la consommation d'énergie de voiture électrique. C'est pour ça que c'est assez compliqué de le prédire. Et nous, avec Antilope, on va aller chercher tous ces facteurs-là, les prendre en compte. Donc on va prendre en compte par exemple la météo, s'il fait chaud, s'il fait froid, s'il pleut, s'il y a du vent par exemple, ça va jouer sur la consommation. On va aller chercher aussi la cartographie, savoir s'il y a des pentes ou des montées. On va aussi s'intéresser au trafic, s'il y a des embouteillages. Et puis on va même aller encore plus loin, parce qu'Antilope c'est une application intelligente. En fait, plus vous vous en servez, plus elle va s'améliorer. C'est-à-dire qu'elle va être capable, par exemple, de détecter votre style de conduite, donc de savoir si c'est une conduite sportive ou une conduite souple. Et donc de toujours aller plus loin. Elle a un algorithme derrière. Elle s'auto-améliore et elle est capable justement de toujours aller plus loin en termes de précision. Elle s'adapte aux utilisateurs. D'accord. Parce que c'est vraiment ça qui compte pour le conducteur d'une voiture électrique. C'est de le sécuriser aussi là-dessus. En fait, absolument. Aujourd'hui, il n'y a aucun outil, à part Antilope, qui permette de
d'avoir confiance et de se rassurer sur le fait qu'on ne va pas tomber en panne si on décide de faire un trajet qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et là aussi, ça coûte combien? Alors, l'application sera disponible à partir du 1er mai sur les stores, donc pour iPhone, Android. Oui. Sera téléchargeable gratuitement. Voilà. Donc accessible pour tous et très facilement. Bon, bah écoutez, c'est très très bien. Et si je fais un petit parallèle, vous me dites si c'est juste ou pas. En fait, Antilope, c'est le Waze pour les véhicules électriques? Ouais, voilà, on aime bien dire ça. C'est-à-dire que là où Waze est extrêmement précis sur l'heure à laquelle vous allez arriver, nous, on est extrêmement précis sur votre niveau de charge à l'arrivée. Et ça, c'est encore une fois, c'est vraiment ça qui compte pour le conducteur d'une voiture électrique. Ben merci beaucoup, Guillaume Hébert, c'était très clair. Vous sentez que j'accélère un petit peu les interviews, mais je voudrais que Corinne Hébert puisse bien présenter son projet. Absolument. Alors Corinne Lemoine, nous on va changer complètement de sujet, puisqu'on va aborder le sujet sur l'aménagement de bureaux professionnels. Mais je me suis renseigné, et c'est pas la première fois que vous venez à la radio, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est la 3e fois que je viens dans votre radio. J'ai déjà participé à l'émission Bien dans sa tête, bien dans son poste avec Annabelle Dietrich et Emmanuel Mendy. D'accord. Alors aujourd'hui, là, au bar de l'économie, on va aborder votre activité plus sous un angle économique. Tant pour vos clients que pour vous. Alors peut-être que dans un premier temps, enfin c'est pas peut-être, c'est ma première question, elle est toute simple. Quelle est votre prestation et qu'est-ce que vous offrez à vos clients? L'agence Vice Versa, c'est une agence d'architecture d'intérieur et de décoration pour les entreprises. Donc on est vraiment spécialisé. On travaille tous les aménagements qu'on peut trouver dans une entreprise, le hall d'accueil, le bureau, l'open space, la salle de réunion, tous les espaces de travail. Également les espaces de convivialité, donc les cafétérias, salles de détente, salles de jeu, salles de sieste, tous les espaces un peu différents et puis aussi toutes les méthodes de travail plus modernes, toutes les petites bulles de réunion, les espaces de coworking, les espaces atypiques. Alors je ne l'ai pas dit, mais en fait vous existez maintenant depuis un peu plus de 4 ans. Oui, tout à fait. Vous avez donc de l'expérience sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous arrivez à convaincre les clients à investir sur ce sujet? Parce que souvent, dans les entreprises, on va parler d'investissement et de retour sur investissement sur l'aspect purement financier. Vous vous positionnez aussi, mais sur un autre sujet qui va être le bien-être. Enfin, je vous laisse répondre. Oui, tout à fait. Alors, en général, nos clients nous contactent pour 2 raisons. Soit ils veulent travailler l'image de marque de leur entreprise via leurs locaux, donc vraiment aménager les espaces de façon à les rendre cohérents avec leur activité et leurs valeurs, leur identité. La deuxième raison, c'est en effet le bien-être au travail, donc pour améliorer l'espace de travail des salariés et améliorer leur qualité de vie. Donc parce qu'on sait que pour un salarié, un environnement de travail adapté va améliorer sa performance et donc sa concentration et par défaut la productivité de l'entreprise. Alors on ne va pas développer ce point-là, mais c'est clair qu'il y a des études qui ont été faites et il y a des chiffres très concrets qui montrent effectivement, et ce n'est pas pour rien non plus que les entreprises investissent sur ce sujet-là, que le bien-être au travail est un facteur important en termes de productivité tout simplement. Tout à fait. Alors, avant de poursuivre notre entretien, je vais faire une petite parenthèse sur un point, c'est citer votre adresse internet qui est www.viceversa.com. Agence Viceversa. Ah, c'est vrai? Oui. Alors d'accord, oui. Donc, www.agenceviceversa.com. Voilà, et si je peux me permettre, il est très bien fait parce que c'est une vraie vitrine de votre activité. Vous donnez des exemples très concrets sur vos réalisations sous la forme avant-après et vos photos parlent d'elles-mêmes. Oui, tout à fait. Alors, si je me mets à la place d'un client qui est intéressé, comment je fais pour vous contacter? On est présent sur Internet. Avec notre site Internet, vous avez toutes nos coordonnées par mail. C'est pour ça que je les cite. Le site agenceviceversa.com. Après, on est également présente sur les réseaux sociaux. Donc en général, les clients nous contactent dans un premier temps par mail ou par téléphone. On échange sur le projet, sur leurs besoins, vraiment comprendre, parce que nous on travaille les conceptions et les suivis de chantier, mais on essaye de bien comprendre leurs besoins en termes d'aménagement et puis après on se rend dans leurs locaux. Alors, on ne l'a pas dit, mais vous êtes basé à Cergy. Oui, tout à fait. Ça, je pense qu'il faut le rappeler. L'autre point, c'est que dans l'aménagement, vous avez en fait une offre, ce que je vais appeler une offre complète vis-à-vis du client.
je vais vous laisser développer, que ce soit sur l'identification du besoin, du projet, jusqu'au choix du mobilier, la proposition de mobilier. Voilà, un projet clé en main. C'est vraiment un projet clé en main. Enfin, après, ça va être en fonction du besoin du client, parce que certains clients vont vouloir uniquement la partie étude. Ouais. Donc, cette partie conception où on va créer l'ambiance, l'aménagement de leur projet et chiffrer tout l'ensemble, donc en termes de mobilier et de travaux. Et ensuite, ils vont faire leurs achats et réaliser leurs travaux, les suivre eux-mêmes. Ou alors, on peut également les accompagner sur cette partie réalisation et faire le suivi de chantier. Et donc également, on fait de la distribution de mobilier, mobilier de bureau, mobilier acoustique, via l'agence aussi. Alors, on voit bien dans ce que vous dites, en fait, vous pouvez découper, vous pouvez faire une offre globale. Et ça m'amène à la question suivante. Vous êtes sur un marché qui est quand même assez concurrencé. Il y a du monde, que ça soit sur le mobilier de bureau, ça on n'en parle même pas. Oui. Mais sur l'aménagement aussi, on voit qu'il y a de plus en plus de sociétés. Comment vous pourriez qualifier ce que je vais appeler votre avantage concurrentiel ? Notre agence, en général, quand on nous contacte, c'est qu'on a vraiment une sensibilité aussi sur la partie ambiance. Donc, on fait tout ce qui est travail des volumes, architecture d'intérieur, donc cloisonnement, décloisonnement et l'aménagement. Donc ça, c'est notre fond, forcément. Mais après, on a vraiment au niveau de la forme une partie design, décoration qui est très importante. Donc la personnalisation des locaux, faire ressortir l'ADN de l'entreprise dans les locaux, c'est vraiment un élément différenciateur par rapport aux autres entreprises qui font de l'architecture d'intérieur. Et également la dimension bien-être au travail où on va faire participer les salariés qui sont concernés par la modification d'espace dans les projets. C'est donc la manière d'inclure, enfin d'intégrer le client, c'est-à-dire les collaborateurs sur un projet. On voit bien que c'est ce que font de toute façon toutes les grandes entreprises, c'est que la décision, elle essaye de la faire coopter. C'est ce que vous appelez la co-construction, voilà. C'est de co-construire avec le client. Avec le client et avec quelques salariés ambassadeurs. C'est du sur-mesure. Voilà, c'est ça. Alors j'insiste là-dessus parce que tout à l'heure j'ai parlé de votre site internet. C'est difficile de mettre des mots sur des images et des ambiances, mais vraiment j'incite les personnes intéressées déjà d'aller voir ce que vous faites parce que les images sont très claires et vous les faites très bien ressortir. Et puis les clients potentiels peut-être pourront aussi regarder toutes vos réalisations parce qu'il y en a déjà pas mal. On ne va pas citer tous vos clients. Ils sont sur votre site internet. Vous avez des grosses sociétés, des sociétés plus petites, moyennes. Oui, on travaille avec tout type de sociétés, start-up, PME, les grands comptes et on travaille également avec les organismes publics. Alors dites-moi, je l'ai dit quand je vous ai présenté, vous avez en fait cofondé cette agence avec une associée qui s'appelle Sophie Brien. Malheureusement, elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on consacre en fait les 2 dernières minutes qui nous restent pour que vous nous racontiez votre histoire. Comment s'est fait en fait cette association et comment vous vous complétez au quotidien? Enfin, j'espère que vous vous complétez. Oui, tout à fait. Donc avec Sophie, on s'est rencontrés en fait dans un réseau d'entrepreneuses valdoisien. Le réseau Eve, où on avait toutes les deux chacune notre structure. Donc on s'est rencontrés il y a 5 ans. Et puis assez naturellement, on a eu envie de travailler ensemble parce que à deux, on va plus loin que chacune sur sa société. Et ça se passe bien? Ça se passe très bien, oui, oui. Bon, on lui dit un petit bonjour, je pense oui, qu'elle nous écoute. Hein, oui, oui. Ben, écoutez, merci beaucoup Corinne Lemoine. Je rappelle que votre agence s'appelle Vice Versa et que le site c'est agenceviceversa.com. Voilà, et puis dernier point, vous serez au salon Effervescence qui prendra place à l'hippodrome d'Enghien le 31 mars, n'est-ce pas? Oui. Ben, écoutez, nous arrivons, chers auditeurs, au terme de notre émission. Je donne encore un grand merci de nouveau à tous nos invités. Vous retrouverez le bar de l'économie demain vendredi avec Jacqueline Voraz. Pour ma part, je vous souhaite une belle et excellente journée à toutes et à tous. Ciao, ciao! Merci. J'ai été bon au moins sur une chose, c'est sur la gestion du temps. Ah, c'est clair. Moi, je me disais que vous étiez déjà. Oui, on s'est déjà vu. Avec Annabelle et Emmanuel. Ils viennent cet après-midi. Ah, d'accord. Bon, vous avez tout passé quand même. Oui. Ça a donné l'impression d'aller vite à la fin? Ouais, t'avais un peu de temps. Quoi. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.